chaque requête en fait, va être découpée en petits bouts, et donc au final, il va être capable d'atteindre ses performances, il va être capable de gagner ce facteur 1000 dont j'ai besoin pour maintenir mes CPU occupés, donc pour avoir mon million de requêtes par unité de temps, enfin par seconde. Le thread virtuel, ça va pas magiquement créer plus de ressources de calcul que ce que tu as dans ton CPU. Ça va te permettre de l'utiliser mieux. L'objectif, c'est de changer le modèle de programmation. Bienvenue dans Because, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi. Bonjour et bienvenue dans Because, je suis Silvio Vasconcelos et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec José Pomar. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde, mais on ne sait jamais, est-ce que tu pourrais te présenter, dire ce que tu fais dans la communauté Java ? Eh ben écoute, d'abord merci Silvio pour ton invitation, merci pour ton accueil et bonjour à tous les auditeurs de Because. Donc je m'appelle José, je suis dans l'univers Java quasiment depuis que Java existe en fait. J'ai donné quelques années des cours à l'université Paris 13. Quand je dis quelques années, c'est entre 25 et 30 ans, j'ai arrêté de compter en fait. Et depuis quelques années, j'ai été appelé par Oracle pour rejoindre l'équipe, ce qu'on appelle le Java Platform Group, et plus particulièrement dans cette équipe, les gens qui s'occupent de la communication autour de Java. Alors communication technique, essentiellement, donc on produit de la documentation écrite sur un site qui s'appelle dev.java. Et puis on produit du contenu vidéo et audio sur une chaîne YouTube qui s'appelle Java, ce qui est quand même très original. Voilà. Et puis en dehors de ça, je m'occupe également d'une association qui s'appelle le Paris Jug, donc en région parisienne, que les gens peuvent découvrir des activités du Paris Jug sur parisjug.org si ça leur dit. C'est justement là qu'on s'était rencontrés et on s'est dit, vu ton parcours et tout ça, on va parler de quoi ? On va parler de Spring. Non, en vrai, on va parler de Java, évidemment. Moi, c'est un sujet qui, dernièrement, c'est un des projets Java qui m'a beaucoup intéressé. On va parler du projet Loom. Moi, je m'étais intéressé au Virtual Thread, mais Virtual Thread, on va en parler, c'est une des parties du projet Loom. Pour avoir vu un peu de trucs autour de ça, il y a des gens qui disent que c'est la plus grosse évolution depuis Java 8. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu parlerais du projet Loom, justement ? Alors, plus grosse évolution depuis Java 8, ça veut dire pas mal de choses et pas grand-chose à la fois, parce que Java 8, c'est surtout l'introduction des lambdas, de l'API Stream et de tous ces trucs qu'on utilise aujourd'hui quotidiennement sans même s'en rendre compte. On utilise ça comme on respire aujourd'hui en Java. Et Loom ne va pas avoir beaucoup d'impact sur le langage. Il n'y a même pas d'impact, il n'y a pas de modification du langage au travers de Loom, alors qu'il y en a eu en Java 8. Les lambdas, c'est une modification du langage. Donc en ce sens, j'ai envie de dire oui et non. Il n'y a pas de modification du langage. Les modifications des API sont en fait assez limitées, parce qu'il y a l'API concurrence structurée Scope Values, dont on va parler, mais c'est pas une modification, c'est pas la même magnitude que les modifications de l'API collection que tout le monde utilise, ou de l'API stream qu'aujourd'hui tout le monde utilise. La concurrence structurée, c'est pas dit que tout le monde utilise ça, quoi. Les gens qui font du Spring, peut-être qu'ils feront pas de programmation concurrence structurée parce qu'ils n'en ont pas besoin. Donc il y a pas de, c'est difficile de comparer. Il y a vraiment des choses actuellement qui se passent dans l'univers Java qui vont avoir un impact qui est comparable à l'arrivée des lambdas ou comparable à l'arrivée des génériques en Java 5, pour ceux qui s'en rappellent. Il y a vraiment eu un avant et un après générique, il y a eu un avant et un après lambda. Il y aura un avant et un après Data Oriented Programming et Pattern Matching. Ça, c'est clair. C'est en train d'arriver. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, c'est un autre sujet. Tu m'inviteras et on en parlera. Avec plaisir. Alors, du coup, tu as parlé de concurrence et tout ça. Pour avoir regardé quelques-unes de tes présentations, tu présentes le projet Loom un peu comme une alternative à la programmation réactive, pour être soft. Pourquoi tu parles d'une alternative ? Tu dis, avec des gros guillemets, de la fin de la programmation réactive avec le projet Loom. Qu'est-ce que ça
c'est quoi les impacts du projet Loom et des différentes features qui vont arriver, ou qui sont déjà arrivées, notamment les virtual threads, vis-à-vis de la programmation réactive? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, à mon avis, c'est que les threads virtuels et la programmation réactive visent à résoudre le même problème technique en Java, le même problème d'ingénierie. Et ce problème, déjà, il faut bien le comprendre, donc je vais prendre quelques minutes pour en parler. Ce problème, c'est comment est-ce que je fais sur une machine donnée pour traiter le maximum de requêtes réseau, en général des requêtes HTTP, par unité de temps, par seconde, par milliseconde, par heure, par jour, ce que je veux. Okay, ou pareil sur des requêtes base de données. Voilà. Les gens appellent ça par un beau mot français qui est le mot de throughput. Comment est-ce que je fais pour augmenter mon throughput à quantité de mémoire donnée et à capacité CPU donnée? En fait, quand j'analyse un peu le hardware aujourd'hui, je me rends compte que j'ai une limitation, à supposer que je n'ai pas de problème de mémoire, ce qui n'est pas le cas, mais bon. J'ai une limitation au niveau du CPU qui est de l'ordre du million de requêtes par seconde que je peux traiter. Voilà. Un cœur de CPU, c'est ce que ça peut faire. Aujourd'hui, si tant est que la mémoire n'est pas une limite. Si je regarde comment les choses se passent au niveau microscopique, je me rends compte que pour faire ça, j'ai besoin évidemment de paralléliser mes requêtes. Il n'y a pas moyen de faire ça en série. Donc ça casse un modèle qui était le modèle du début des années 2000, donc il y a 25 ans. Le modèle du début des années 2000, c'était de se dire un thread peut gérer une requête. Voilà. Et JavaE, enfin J2E plus exactement, à l'époque, il est construit sur ce modèle-là. Les servlets, c'est un thread traite une requête. Pourquoi ce problème ne marche pas? Ce problème ne marche pas parce que je ne peux pas avoir à l'heure actuelle, pour des raisons de limitation, plus de quelques milliers de threads actifs sur une machine, dans une machine Java, disons. Et c'est pas beaucoup de milliers, c'est genre 4 ou 5 000, quelque chose comme ça. Donc si je regarde ce modèle-là, ça veut dire que le modèle 1 thread par requête, il me limite à traiter 5000 requêtes par seconde et par CPU. Or, mon CPU, il peut en faire 1 million, donc il manque un facteur 1000. C'est beaucoup un facteur 1000. Quand on fait de l'optimisation, pour gagner un facteur 1000, il faut chercher un peu, quoi. Faut faire des efforts. Et en fait, c'est ça que la programmation réactive fait. L'idée, c'est de se dire, bah, si un thread peut pas gérer, enfin, si un thread par requête, je suis limité à 5000, mettons, ça veut dire qu'il faut que je casse ce modèle-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'un thread puisse traiter plusieurs requêtes. Mais pour qu'un thread puisse traiter plusieurs requêtes, j'ai pas le choix. Il faut que je découpe ma requête en petits morceaux atomiques, individuels. Je ne peux pas diviser. Voilà. Et ce thread-là va traiter tous ces petits bouts de requêtes. Et c'est ce que fait la programmation réactive. Quand je fais une requête sur un serveur ou sur une base de données, bah, je prépare ma requête, je lance ma requête, je récupère le résultat. Ça, c'est trois opérations atomiques. Et puis, je vais prendre un framework. Alors, dans JDK, j'ai Computable Future qui me permet de faire ça, mais il y en a bien d'autres. Éventuellement plus utilisés que Computable Future, d'ailleurs, qui vont me permettre de câbler ces trois requêtes. Et puis, le framework que j'utilise, c'est lui qui va commencer par préparer la requête. Puis, une fois que la requête est prête, il va prendre cette requête, la passer à l'opération qui est une lambda en général, à la lambda qui va lancer cette requête. Et puis, tant que le résultat n'est pas là, bah, il va faire autre chose. Le framework va faire autre chose avec les threads. Et puis, quand le résultat va être là, il y a un signal au niveau de l'OS qui dit « Ah, ça y est, le buffer est arrivé. J'ai mes octets dans le buffer, tu peux faire quelque chose avec. » Donc, à ce moment-là, le framework va récupérer ces données. Il a passé ces données à la dernière lambda qui fait ça. Et en fait, ça, c'est trois requêtes qui vont être traitées en asynchrone et dont la sortie d'une requête va être envoyée à l'entrée d'une autre requête par le framework de programmation réactive que j'utilise. C'est ça ce que fait la programmation réactive. Mais le cœur de l'idée, c'est de se dire, bah, chaque requête, en fait, va être découpée en petits bouts, et donc un même thread va pouvoir traiter plein de requêtes, parce qu'un même thread, il ne voit pas les requêtes, il voit juste les petits bouts, en fait. Il voit ces petites lambdas, et il est capable d'en traiter plein, et donc, au final, il va être capable d'atteindre ses performances, enfin, il va être capable de gagner ce facteur 1000 dont j'ai besoin pour maintenir mes CPU occupés, et mes cœurs de CPU occupés, et donc pour avoir mon million de requêtes par unité de temps, enfin par seconde. Et ce que font les threads virtuels, en fait, c'est la même chose. Thread virtuel, ça fait exactement ça. Ça fait exactement ça. La différence, c'est que j'ai pas besoin de découper ma requête en petites opérations élémentaires. C'est le thread virtuel qui le fait pour moi.
Donc moi, j'écris ma requête en impératif, je prépare ma requête, je lance ma requête sur ma base de données, sur le réseau, n'importe où, je récupère le résultat et je transforme le JSON que je reçois en objet Java et je fais autre chose. Ça, ces 3 étapes-là, je les écris en impératif, et en fait, c'est le côté un peu magique des threads virtuels qui va découper ce truc-là à l'endroit où ça bloque, et qui va faire en sorte qu'un même thread platform va exécuter ça de la même façon qu'un thread platform exécute des petites unités en programmation réactive. Mais le découpage, il n'est pas fait par l'utilisateur, il est fait par les threads virtuels tout seul. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire que j'ai plus besoin d'utiliser ce modèle de programmation qui consiste à utiliser un framework et à lui passer des lambdas. J'écris ma requête en mode impératif, bloquant. Je n'ai pas défini ce que veut dire bloquant, mais peu importe. En mode bloquant, et c'est le thread virtuel qui va s'occuper de découper ça tout seul magiquement. Donc le modèle de programmation il est beaucoup plus simple. Ok. Après, pour en revenir, tu as dit que tu n'as pas défini ce qui était bloquant. Je comptais revenir là-dessus justement pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas. En fait, ils le savent sans le savoir. Quand on parle d'opérations bloquantes, c'est des IO. En fait, par exemple, on va faire un appel à une API externe. On ne sait pas combien de temps l'API va mettre à répondre. Des millisecondes, des secondes parfois, malheureusement. Et on appelle une opération bloquante, c'est le fait que justement le thread est totalement bloqué par le fait d'attendre la réponse de l'API externe, ou même une lecture de fichiers ou des trucs comme ça. Et donc ce que tu dis, c'est quoi les virtual threads, de manière magique, les ingénieurs Java ont fait un très bon travail, c'est qu'ils vont justement, il va dire, ça c'est une opération bloquante, je te mets de côté. Après, je sais pas si tu voulais parler un peu de la technique du fait que tu vas le mettre, les plateformes thread, est un carrière thread pour récupérer le virtual thread et tout ça. C'est très technique, c'est beaucoup de termes, mais ça va en fait pour simplifier les choses, c'est bloquant. Je te mets dans un espace, on va dire comme ça, où tu vas libérer le thread qui te porte pour justement dire, une fois que tu auras fini ton opération, moi je te récupère et comme ça, je peux faire autre chose à côté, quoi. Je sais pas si je l'ai bien expliqué. Ouais, tout à fait. Le côté bloquant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi que tu fasses avec un thread, tu bloques le thread. Bloquer, ça veut dire que le thread il travaille pour toi, et pendant qu'il travaille pour toi, il travaille pour personne d'autre. Ok ? Et ce que tu veux faire, c'est l'utiliser. C'est-à-dire que ce thread, il faut qu'il travaille, il faut qu'il fasse des calculs, il faut qu'il fasse des choses comme ça. Ok ? Si par exemple, le début de ta requête, c'est tu as tes objets Java, tu veux les envoyer vers un service REST, par exemple, ou une base de données, peu importe. Tu vas les convertir en JSON. Ça, c'est du travail en mémoire. Là, ton thread, il est content parce qu'il est en train d'utiliser le CPU et il est en train de bosser. Ok ? Mais pendant ce temps-là, il est bloqué. Toi, tu le bloques. Tu le bloques au sens où il travaille pour toi, il ne travaille pas pour quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est que quand tu lances une requête sur le réseau, ce que tu as expliqué, qui peut prendre... Alors, typiquement, ça va prendre des centaines de millisecondes. Ça, c'est ce que tu espères. Si tu as un problème, effectivement, ça peut prendre plus. Ça, c'est embêtant. Mais bon, on va se placer dans le cas où ça se passe bien. Pendant que ton thread, donc si tu lances une requête réseau, tu attends 200 millisecondes, mettons 100 millisecondes, que le résultat revienne. Pendant ces 100 millisecondes, ton thread, il attend. Et là, il fait rien. Il n'utilise pas le CPU. Et là, il n'est pas content, parce que il est toujours attaché à toi, c'est-à-dire que c'est toujours toi qui possèdes ce thread, et tu ne le libères pas. Mais ce thread, en fait, il ne fait rien pendant 100 millisecondes. Il faut bien voir que l'échelle de temps pour un thread, ce n'est pas la centaine de millisecondes, ce n'est pas la milliseconde, c'est la nanoseconde. Un CPU, c'est des opérations, le temps que prend une opération élémentaire sur un CPU, ça se chiffre en nanosecondes. Et entre une nanoseconde et une milliseconde, tu as un facteur 1 million quand même. 10.9, 10.3, ça fait 10 puissance 6, c'est 1 million. Donc ça veut dire que pendant que tu monopolises ce thread pour ne rien faire puisque tu attends des données, lui, chaque milliseconde qui passe, il pourrait faire 1 million d'opérations pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est épouvantablement coûteux. À l'échelle d'un CPU, c'est un prix qui est colossal. Tu vas absolument éviter de faire ça. Donc l'idée, c'est que dès que ta requête est part, ton thread, il faut que tu le libères pour qu'il puisse travailler pour quelqu'un d'autre et faire autre chose. Ok ? C'est en ça que bloquant, c'est embêtant. C'est que tu as le droit de bloquer un thread si tu lui fais faire des choses, mais si tu lui fais rien faire, en fait, tu perds du temps, ton CPU, il n'est pas utilisé, et tu perds de la performance, le fameux throughput que tu veux optimiser,
Là, tu n'es pas du tout dans l'optimisation. Là, tu es même en sens inverse. T'en parles justement de l'optimisation. Après, j'avais vu une vidéo où il faisait une analogie que je trouvais très, très intéressante. Parce qu'on parle de... En fait, on parle pas de performance, on parle d'optimisation de hardware, en fait, que les threads soient utilisés à 100%. On va dire à 100% dans le meilleur des cas. Et l'analogie que j'avais vue, c'était... en fait, on considère les threads comme des voitures. Et on compare si tu utilisais une voiture, toi, ta voiture personnelle, ou si tu utilisais un taxi. En fait, si on a dans une ville une limitation de voitures, on dit il y a 20 voitures qui sont possibles dans cette ville. Si un taxi il roule, en fait, entre le moment où tu es au travail et que tu dois reprendre le taxi, il va pouvoir reprendre quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est une optimisation de la voiture. Et en fait, j'ai trouvé cette analogie assez intéressante, parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment dire, en fait, le temps que tu n'as pas besoin du thread, tu le donnes à quelqu'un d'autre, quoi. Je trouvais ça intéressant. Voilà, oui, tout à fait. Je crois que ça marche pas mal comme image. Et il me dit, simplifier parce que les threads, parfois, ça reste un petit peu abstrait pour les gens. Genre, qu'est-ce que c'est un thread? Tu me dis, faisons une image que tout le monde voit, une voiture. La voiture, si elle ne roule pas, autant qu'elle soit utilisée par quelqu'un d'autre, quoi. Absolument. Alors, du coup, on a dit pourquoi les virtual threads, à quoi ça sert, mais en termes d'utilisation, parce qu'on sait pas, en fait, on n'a pas vraiment parlé d'implémentation, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même assez facile d'utiliser les virtual threads, et aussi, c'est déjà ça a été prévu en amont par beaucoup de frameworks. Ils ont dit, ça arrive, on est prêt. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus? Alors oui, c'est prêt parce qu'en fait, comme tous les éléments techniques, tous les projets qui sont développés au sein de l'OpenJDK, l'OpenJDK c'est une association dans laquelle tu as plein de gens, tu as majoritairement des gens d'Oracle, mais tu as aussi plein d'autres sociétés qui contribuent en fait aux évolutions de Java. Les threads virtuels, ça fait, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que ça fait 7 ou 8 ans que les gens travaillent dessus. Et la première preview dans le JDK, officiel, c'était il y a 2 ans. Oui, c'est ça, il y a 2 ans, ils sont restés 1 an en preview. Mais en fait, avant ça, tu avais des distributions du JDK qu'on appelle Early Access, donc qui ne sont pas en fait pas des vraies distributions du JDK, mais avec lesquelles les gens peuvent quand même travailler pour tester, voir comment ça marche, etc. Ce qui explique que le jour 1, l'intégralité des frameworks avait une solution de support pour les threads virtuels. C'est juste qu'ils ont en fait eu énormément de temps pour se préparer avant ça. Et donc c'est la raison pour laquelle tout le monde est prêt. Cette techno des threads virtuels, c'est pas... Il y a eu une présentation la semaine dernière à Devoxx Belgique d'Alan Bateman, qui est une des 2 personnes qui a développé le projet, qui disait c'est pas de la pixie dust, tu vois, c'est pas de la poudre de perlimpinpin. C'est pas un truc magique, hein, c'est juste de l'ingénierie, enfin juste entre guillemets, c'est de l'ingénierie, hein, ça reste de l'ingénierie. Et en fait, ce thread virtuel, il a la capacité, si tu veux exécuter plusieurs choses en parallèle sur un CPU, en fait, la seule solution, l'unique solution qui t'est offerte par le système d'exploitation que tu utilises, donc là on est en dessous de Java, c'est cette notion de thread. Okay, donc ça, c'est incontournable. Si tu veux exécuter quelque chose, des tâches en parallèle, c'est les threads qu'il faut que tu utilises, ça t'as pas le choix, il n'y a pas d'autre solution. Donc les threads virtuels, c'est construit au-dessus de ces threads qu'on appelle les threads plateformes. Le thread, la classe thread en Java, c'est juste un wrapper sur un thread plateforme qui est donné par le système d'exploitation, qu'on soit sous Windows, Linux ou n'importe quel autre système. Et donc le thread virtuel, il est construit au-dessus de ce truc-là. Et donc cette limitation de 4000 dont je parlais tout à l'heure, elle est toujours valide. Tu peux toujours pas... C'est pas parce que tu as des threads virtuels que magiquement tu vas pouvoir avoir plus de threads plateformes. Okay. La différence, c'est que quand un thread virtuel découvre que la tâche qu'il est en train d'exécuter est bloquante au sens où elle ne fait plus rien, elle est capable de se détacher du thread plateforme qui est en train de l'exécuter. Donc un thread virtuel, tu peux voir ça comme un wrapper sur une tâche bloquante, okay, au sens où, effectivement, elle va attendre 100 millisecondes une requête réseau, le résultat d'une requête réseau, et tout va bien. Mais le thread virtuel il est capable de détecter ça. Et quand il détecte ça, en fait, il est capable de se démonter, en quelque sorte, du thread plateforme. Et donc, c'est ce que tu disais, hein, c'est l'image de la voiture. Le taxi devient disponible pour une autre course. Voilà, tout simplement.
Voilà, c'est une espèce de wrapper sur ce truc-là. Et ça, c'est nouveau en Java. Ça, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que depuis 30 ans que Java existe, le modèle de programmation concurrente, c'est une tâche est confiée à un thread, et tant que cette tâche n'a pas terminé son exécution, elle ne peut pas se détacher du thread qui est en train de l'exécuter. Quand bien même cette tâche ne consomme pas de ressources CPU, ce qui est le cas quand elle attend le résultat d'une requête réseau. Là maintenant, on confie une tâche, non plus à un thread plateforme, mais à un thread virtuel. Et ce thread virtuel, lui, il est capable de libérer le thread plateforme si le thread virtuel détecte que cette tâche en fait ne consomme pas de ressources CPU. C'est ça la vraie nouveauté. C'est ça la vraie nouveauté. Donc en termes d'utilisation, pure code Java, de ce que j'ai vu, c'est vraiment mettre virtual thread au lieu de platform thread. Enfin, quand tu crées un thread, c'est vraiment juste mettre un virtual thread. Oui. Et pour info, sur Spring, c'est une annotation à faire. Oui, non, c'est très simple. Et aujourd'hui, les threads virtuels, ils sont exploités directement par les frameworks. Et toi, tu déclares que tu veux exécuter ta tâche dans un thread virtuel ou pas. C'est le cas dans Spring, c'est le cas dans Quarkus. Elidon, tout est exécuté par défaut dans des threads virtuels, donc tu n'as même rien à faire. Micronaut, c'est pareil, je trouve que tu as une annotation pour faire ça. C'est transparent en fait. C'est assez transparent. C'est ce qui est fou, je trouve, c'est qu'en termes d'optimisation, juste sur une application Spring Boot, on met Quarkus ou autre, on met une annotation et directement, on ne va pas plus vite, mais on optimise l'utilisation CPU comme tu disais en fait. Il n'y a pas de raison que ça aille plus vite. Quand tu regardes comment c'est fait, la situation d'avant, entre guillemets, tu confies une tâche à un thread plateforme. Le thread plateforme exécute ta tâche. La situation d'aujourd'hui, tu confies ta tâche à un thread virtuel qui, lui, va s'exécuter sur un thread plateforme. Donc en fait, utiliser un thread virtuel, tu as une surcharge par rapport à utiliser le thread plateforme directement. Donc si tu as une tâche qui fait du calcul en mémoire, qui prenait 50 nanosecondes sur un thread plateforme, elle va prendre 50 nanosecondes sur un thread virtuel, plus le temps de création du thread virtuel. Oui. Donc si tu as une tâche, c'est une question qui revient souvent, si tu as des calculs en mémoire à faire, que tu utilises des streams parallèles, pour du calcul en mémoire, si tu les passes sur des threads virtuels, tu vas diminuer tes performances. Le thread virtuel, ça ne va pas magiquement créer plus de ressources de calcul que ce que tu as dans ton CPU. Ça va te permettre de l'utiliser mieux. Mais si tu as un framework réactif qui l'utilise déjà très bien, qui est très bien optimisé, et c'est le cas pour pas mal de frameworks réactifs, tu ne vas pas gagner de performance à passer en thread virtuel. Ok. D'accord ? Et c'est pas l'objectif. C'est pas que le thread virtuel ne marche pas, c'est que ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de changer le modèle de programmation. C'est ça l'objectif. Okay. Et ça, pour le coup, ça marche très bien. Et alors, on va dernier point sur les virtual threads. Après, on va parler du reste, puisque quand même, c'est pas la seule chose du projet Loom. Non. Il y a beaucoup de gens qui font le comparatif avec les coroutines. On va pas parler de comment marchent les coroutines. Hein. Ça, moi, je suis pas spécialiste de Kotlin, donc je vais pas m'avancer dessus. Et moi non plus. Mais est-ce que tu penses que les coroutines, là actuellement, ça n'utilise pas les virtual threads sur la dernière version Kotlin, à vérifier. Est-ce que tu penses justement qu'ils vont passer sur les virtual threads parce que c'est quand même assez puissant de ce qu'on a dit là. Alors ça, c'est une question pour les gens de Kotlin. Moi, je ne suis pas spécialiste de Kotlin, donc je ne vais pas répondre à leur place. Les gens qui développent Kotlin, c'est des gens qui sont intelligents, hein, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est des gens qui savent ce qu'ils font, et c'est des gens qui savent ce que sont les virtual threads. Donc aujourd'hui, les coroutines, c'est en fait un modèle de programmation qui est alternatif à la programmation concurrente. J'en pense rien, j'ai rien à en penser. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien ? Je ne sais pas, c'est pas la question à laquelle j'ai envie de répondre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les coroutines, ce que tu mets dans ta cour, la lambda que tu passes et qui s'exécute, elle s'exécute sur un thread plateforme. Donc ça veut dire que tu es en fait dans la même situation un peu dangereuse que quand tu utilises un framework réactif. Si jamais les petites lambda individuelles dont on parlait tout à l'heure, les petites lambda élémentaires, tu écris du code bloquant dedans, donc tu écris une requête réseau et tu attends la réponse de la requête dans cette lambda, tu vas bloquer un thread plateforme et tu vas effondrer les performances, non pas de cette requête, mais de l'intégralité
de ton application. Parce que si tu monopolises un thread platform, ce thread platform, il ne peut pas servir d'autres requêtes que la tienne. Et donc, au lieu d'avoir, 5, 6 threads pour tout ton système, voire un thread, il y a des systèmes qui marchent avec un seul thread et qui marchent très bien, tu te retrouves dans une situation où tu bloques ce thread-là et donc là, tu effondres les performances de toute ton application. Donc, c'est un bug qu'il faut corriger. Okay. Et dans les coroutines, à l'heure actuelle, c'est la même chose. La situation est la même. Dans les threads virtuels, précisément, tu n'as pas besoin de ça. Tu écris ton code bloquant, voilà, et magiquement, le thread virtuel va s'occuper du truc. Donc ça répond un peu à la question que tu posais au début. Est-ce que les threads virtuels vont remplacer la programmation réactive Moi, ça me rappelle une question que les gens posaient quand Java 8 est sorti. C'était il y a pas loin de 11 ans. Les gens disaient « Ah oui, mais jamais on va réécrire tout notre code avec des lambdas, avec des streams et avec les nouvelles méthodes de l'API collection. » Évidemment non, personne ne va faire ça. Pourquoi ? Pas juste parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, tout simplement. Réécrire du code legacy qui est réputé fonctionner et qui donne satisfaction. La programmation réactive, c'est un truc qui existe depuis plus de 10 ans quand même. Donc les optimisations, elles ont déjà eu lieu. Les frameworks réactifs, c'est des frameworks qui fonctionnent bien. Donc on ne va pas, juste pour le plaisir de réécrire les choses, casser tout ce qui existe pour le réécrire avec des threads virtuels. Personne ne fera jamais ça et on n'a pas les moyens de faire ça. En revanche, aujourd'hui, si on regarde les applications, tout le monde utilise des lambdas, tout le monde utilise des streams, tout le monde utilise des méthodes de l'API collection qui ont été ajoutées, sans même s'en rendre compte. Donc, j'ai envie de dire, dans 10 ans, on va voir, aujourd'hui on a la programmation réactive avec un modèle de programmation qui est quand même dur à maîtriser, c'est le moins qu'on puisse dire, et la programmation à base de thread virtuel, qui est le modèle impératif qu'on utilise depuis 30 ans en Java, et qui maintenant devient utilisable. J'ai envie de dire, magiquement, mais c'est pas magiquement, c'est grâce à cette technologie. Donc ça veut dire que aujourd'hui, les nouveaux projets qui partent en prod peuvent exploiter cette technologie, développer du code qui va être plus maintenable, qui va être plus facile à écrire, plus facile à lire, plus facile à débugger, etc. Et qui donc va être beaucoup moins cher à la fois à écrire et à maintenir. Donc j'ai envie de dire, rendez-vous dans 10 ans, et on va voir ce qui va se passer. Mais moi, ce que je pense, c'est que petit à petit, l'intérêt pour la programmation réactive va diminuer. Probablement, les investissements dans les frameworks vont diminuer aussi. Et on va avoir une transition pas à pas, tout doucement, vers ces nouvelles technologies. Et voilà. C'est comme ça que les choses vont se passer. Pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont jamais fait de programmation réactive, juste par curiosité, regardez en fait, à quoi ressemble le code réactif et les problèmes pour s'il y a des bugs, pour récupérer la stack trace et tout ça, vu que, comme je disais, on fait des tâches qui sont passées d'un thread à l'autre et tout ça. On se tire les cheveux à débugger le truc en fait. Et c'est pour ça mettre au point quand on a un bug dans une application réactive, y compris un bug subtil comme une non-performance par exemple, c'est vraiment très très difficile de détecter où dans l'application. On sait qu'il y a un problème dans l'application, trouver l'endroit où se trouve le problème, c'est vraiment très difficile à tracer. C'est pour ça que tu disais, je sais pas si les gens voudront changer le code. Moi, si tu me donnes, la possibilité de le faire, évidemment que je le ferai. Oui, mais tout est dans si on te donne la possibilité. Exactement. Et là, il y a du temps de travail, donc il y a de l'argent à la clé, et si tu n'as pas les moyens de le faire, tu c'est toujours le problème de beaucoup de projets. Alors, du coup, là, on a quand même beaucoup parlé des virtual threads. Oui. Après, on en avait déjà parlé, c'est quand même la pierre angulaire du projet Loom. Si t'as pas ça, tout le reste de ce qu'on va parler, tu peux pas le faire. C'est ça. Et c'est simple que ça. On en a parlé en premier parce qu'aussi c'est sorti. Oui. C'est déjà disponible. C'est en finale depuis un an en fait, en 21. C'est ça. Mais le projet Loom, il y a aussi, parce qu'on parle de programmation concurrente, la concurrence structurée. Oui. Je maîtrise un peu moins le sujet, pour être honnête, mais comment tu pourrais décrire l'utilité de la concurrence structurée, comment on va l'utiliser en fait, et quel est son apport pour justement la programmation concurrente? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question, et il y a plusieurs choses j'ai envie de dire qu'il faut comprendre. Et ça va avoir un impact également sur les scope values dont on va, j'imagine, parler juste après. La première chose que tu peux faire, donc tu as ce nouvel outil, Thread Virtuel, qui te permet d'écrire du code bloquant
impératifs, donc des ifs and else, des while, des boucles for, des trucs, voilà, très très basiques. Tu l'exécutes dans des threads virtuels et tu obtiens les mêmes performances, des performances comparables aux performances que tu as quand tu écris ce même processus avec des petites lambdas que tu distribues à un framework réactif. Voilà. Cela dit, ça ne résout pas un problème qui est le besoin que tu as de lancer les tâches en parallèle. Ok, je sais pas, tu veux... c'est un exemple que je présente dans les présentations que je fais. Mais tu veux par exemple faire une requête sur différents serveurs qui te donnent des prix, voilà, et tu veux avoir le meilleur prix possible parce que tu as plusieurs fournisseurs, donc tu vas avoir le meilleur prix possible. Donc tu vas pas faire une requête sur le premier serveur, puis sur le deuxième, tu as envie de lancer toutes tes tâches, toutes tes requêtes en parallèle, récupérer les prix quand ils arrivent, et puis prendre le meilleur prix et avancer. Donc il y a des points dans les processus métiers que tu peux avoir où en fait tu as besoin de lancer des tâches en parallèle. Et pour ça, les threads virtuels, évidemment, ça peut t'aider, mais tu n'as pas non plus envie de lancer tes threads virtuels à la main, etc. Donc ce que tu veux, c'est une espèce de petit framework qui va te permettre de faire ça en parallèle. Aujourd'hui, pour lancer les tâches en parallèle, tu as un pattern qui est le pattern exécuteur service. Donc tu crées un exécuteur service, tu lances tes tâches, tu soumets tes tâches sous forme de runnable ou de callable à cet exécuteur service, tu récupères des futures, tu fais tes get dessus, tu récupères tes résultats et tu continues. Le problème du pattern exécuteur service, c'est qu'en fait, tu ne peux pas l'utiliser parce que aujourd'hui, un exécuteur service, ça crée des thread platform. Et des thread platform, tu ne les crées pas à la demande parce que créer un thread platform, c'est de l'ordre de la centaine de microsecondes ou de la milliseconde. C'est une ressource système. C'est lourd, c'est coûteux, ça prend de la mémoire. Et donc aujourd'hui, tes thread platform, tu crées des pools de thread platform, tes exécuteurs de service, tu les crées quand tu lances ton application et tu les conserves vivants jusqu'à la fin de ton application, quand ton application meurt. S'éteint. Voilà. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est utilisable. Alors tu pourrais dire, ah mais je vais me prendre un exécuteur service à côté, et puis quand j'ai besoin de lancer des tâches en parallèle, je vais les soumettre à cet exécuteur service. Et donc, en fait, c'est le même pattern que celui dont on vient de parler, sauf que l'exécuteur service, il préexiste à ta requête. Et ça, c'est ce que font, j'ai envie de dire, c'est ce que font les gens aujourd'hui. Alors ça marche bien, mais ça a un problème, c'est que le problème, c'est d'ailleurs un problème que tu viens d'évoquer, c'est le problème de la débuggabilité. C'est-à-dire que quand tu as une tâche qui s'exécute dans un thread, et que tu mets un point d'arrêt dans cette tâche, ou que tu as une exception qui est générée dans cette tâche et qui est récupérée par le thread, bah la stack trace, elle t'emmène à l'endroit où le thread il a été créé. Ok ? Donc ce que tu fais, c'est que tu bloques le thread qui exécute ta tâche. Si ce n'est pas le thread applicatif, donc qui a créé la tâche et qui l'a soumis, bah, grosso modo, tu es dans ta tâche, tu sais que tu es dans ta tâche, tu es content, mais tu ne sais pas où tu es dans ton application parce que tu ne peux pas remonter à l'endroit où cette tâche a été créée. Et pourquoi est-ce que tu ne peux pas remonter là ? Bah parce que cet exécuteur service, il crée ses threads quand tu lances ton application. Donc quand tu traces le truc jusqu'à la création du thread, là tu es dans le code de ton exécuteur service, et là tu es dans le code qui lance ton application. Donc tu n'es pas du tout à l'endroit où ta tâche elle a été créée et où elle a été lancée. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu perds cette possibilité parce que ton exécuteur service, il a été créé en même temps que ton application. Pourquoi est-ce que tu n'as pas créé ton exécuteur service au moment où tu veux lancer ces tâches en parallèle ? Parce que c'est des plateformes thread, et que les plateformes thread, c'est coûteux à créer, que tu ne peux pas te permettre de faire ça. Et maintenant, on a un nouveau modèle de thread, qui s'appelle le thread virtuel, qui est en fait un objet Java normal. Quand tu crées un thread virtuel, tu ne crées pas un plateforme thread, c'est un objet que tu crées. Bon, c'est de l'ordre de la centaine de nanos, de l'ordre de la microseconde. Donc tu peux te permettre de créer des threads virtuels à la volée. Donc maintenant, tu peux, quand tu as besoin de lancer une tâche en parallèle, créer un pool de threads virtuels et les lancer dans ce pool de threads virtuels. La différence, c'est que si tu as une tâche qui jette une exception ou si tu mets un point d'arrêt dedans, ça t'emmène à la création de ton thread virtuel. Et là maintenant, où est-ce que tu es ? Tu es dans le code à l'endroit où ton thread virtuel il a été créé. Donc tu sais où tu es dans ton application. Ce qui est quand même beaucoup mieux. C'est quand même vachement mieux. Alors, ça, c'est le premier constat. Donc, tu peux faire ça parce que tu as un modèle de thread que tu peux lancer, comme n'importe quel objet Java. Créer un thread virtuel, c'est comme créer une chaîne de caractères. Hein. C'est le même genre de coût. Donc, c'est très peu coûteux. C'est très peu coûteux.
Et ça c'est la clé. Je veux dire, il faut vraiment comprendre ça. Donc, le modèle de concurrence structurée, il s'appuie là-dessus. Il fournit, alors c'est une API, il fournit un objet qui s'appelle un Structured Task Scope, qu'on va appeler STS parce que c'est quand même plus simple. Donc tu crées un STS qui est en fait un genre de truc comme un exécuteur service. Tu vas lui passer des tâches sous forme de runnable ou de callable. Okay. En échange, ça va te donner, alors ça aurait pu te donner un future, mais ça te donne un objet un peu plus sophistiqué qu'un future, qui s'appelle un objet subtask. Tu appelles une méthode join sur ce STS, et le join va te rendre la main quand toutes les tâches ont fini leur exécution. Et après, tu vas pouvoir analyser les résultats et en faire ce que tu en veux. Et comme ce truc, il a créé des threads virtuels, tu les laisses mourir. Okay, tu ne vas pas pouler des threads virtuels, ça ne sert à rien pour les récupérer après. Tu ne poules pas des objets Java, c'est ce que faisaient les gens il y a 30 ans, mais aujourd'hui, ça n'a vraiment aucun intérêt. Plus personne ne fait ça. Voilà. Et donc cet objet STS, il a un intérêt, c'est que tu le crées à la demande, tu le laisses mourir à la demande, et pour bien marquer ce truc-là, il implémente une interface de Java 7 qui est auto-closable. Donc en fait, tout ce truc-là, tu l'utilises dans un pattern qu'on appelle le try with resource, qui est un truc très classique qu'on utilise quand on fait des ouvertures de fichiers, des choses comme ça. Bon, là, c'est pas un fichier, peu importe. Ok. Et quand tu appelles la méthode close, tu as une espèce de grand ménage qui est fait de tout ce que ce Structured Task Scope a fait. Ok. Il y a un problème, il y a un bug avec les exécuteurs service qui peut être assez subtil et assez délicat, c'est que si jamais tu n'écris pas bien ton code, tu peux te retrouver avec des threads qui deviennent inutilisables dans un exécuteur service. Tu vois ? Imagine que tu fasses 2 requêtes asynchrones, R1 et R2. Ok ? Donc tu lances, ça te donne 2 futures, F1 et F2. Ok ? Et puis tu veux exploiter en fait le résultat de F1 et F2 pour créer un objet résultat. Et donc tu écris, tu soumets tes tâches, tu récupères tes threads, puis tu écris F1.get, F2.get. Voilà, tu peux même mettre un timeout dessus, ce qui est une bonne idée. Ok. Mais il y a un cas, tu vois, si ton F1.get, par exemple, il jette une exception, même de type timeout, et que la tâche que tu as confiée à F2, elle rend jamais la main, tu vois, parce que tu fais une requête, et puis en fait, le serveur, il n'est pas là, tu n'as pas de timeout, donc ta tâche, elle rend jamais la main. Bah, comme F1.get a jeté une exception, le F2.get, il n'est jamais appelé, ok. Donc même si tu as mis un timeout, cette exception, elle ne va pas être jetée. Et comme il n'est jamais appelé, bah, cette tâche, en fait, elle va bloquer un thread dans ton exécuteur service ad vitam aeternam. Et tu as un thread mort, quoi. Et tu as un thread mort que tu ne peux plus utiliser dans ton application. Okay. Et pourquoi est-ce que tu es dans cette situation-là ? Parce que ton exécuteur service, eh bien, il partage le cycle de vie de ton application. Si tu fais la même chose dans un STS, comme ton STS, il est dans le cycle de vie de ta requête, à la fin, tu fais un close. Si tu as des virtual threads morts dans un STS, le close va les nettoyer. Donc, ce que tu disais, c'est que comme c'est super léger, en fait, en soi, on s'en fiche totalement. Exactement. Tu t'appelles close, tu tues tous les threads. Si jamais tu as les threads qui sont toujours en l'air, en train de faire des trucs qui n'aboutiront pas, tu nettoies tout, tu dégages tout, et à la fin, tu n'as plus rien. Okay. Donc ça, c'est vachement intéressant. C'est pas une idée nouvelle, hein, la programmation concurrente structurée. Hein. C'est une idée qui a 20 ans, 25 ans. Mais c'était compliqué de le mettre en place avant, parce que justement, on n'avait pas cette technologie des virtual threads, où tu te dis, bah, en fait, on crée à la volée, et après, on supprime. Enfin, on crée, on supprime, et on supprime. En fait, c'est de l'utilisation unique, et on s'en fiche, quoi. Tu peux pas avoir de STS sans thread virtuel. Parce que tu ne peux pas te permettre dans une application de créer des threads plateformes à la volée et de les laisser mourir quand on n'a plus besoin. Ça, c'est quelque chose qui est interdit depuis le pattern exécuteur service, donc depuis 2004. Hein, c'est Java 5. En même temps, ça se comprend. Encore une fois, si on refait le parallèle avec les voitures dans une ville, on va pas utiliser une voiture, la laisser dans la rue et dire bah, je vais reprendre une nouvelle, quoi. Au bout d'un moment, ça poserait des problèmes. Construire une voiture, ça coûte un peu plus cher que monter dans une voiture. Exactement. C'est ça l'idée. Après, bon, je sais, là, tu as parlé d'un cas d'exemple où tu fais plein de subtasks tu attends le résultat de toutes. Oui. Mais je sais qu'il y a un cas d'utilisation aussi où tu peux te dire moi j'appelle 5 API différentes ou différents serveurs, différents ports de l'API, il y a plusieurs disponibilités et je veux le premier résultat et dès que j'ai le premier résultat, le reste en fait je m'en fiche.
Ce qui n'était pas possible avant. Enfin, si, c'était possible, mais c'était complètement stupide de dire je fais 4-5 plateformes thread, il y en a un, et si le premier répond, les 4 autres, je m'en fiche, je les laisse comme ça. Ouais, Quoi. tout à fait. Si tu fais une requête sur un DNS, par exemple, tu vois, typiquement un DNS, tu as envie, c'est le premier qui répond qui a raison. Tu peux faire ta requête sur 10 DNS, et puis le premier qui répond, voilà. Alors les gens pourront dire, ah mais j'ai déjà un computable future pour AnyOff. Je les invite à regarder la façon dont AnyOff se comporte vis-à-vis des exceptions. Parce que si le premier qui répond te jette une exception dans AnyOff, c'est l'exception que tu récupères. Donc là, tu es vachement content. C'est pas mal, ouais. Alors qu'avec les STS, ils ont fait un truc un peu plus subtil, c'est vraiment le premier résultat. Le premier résultat, c'est une exception, c'est pas un résultat, c'est une exception. Ok. Et du coup, ouais, t'en as parlé. C'est le dernier point des scope value. Des scope value. Du projet Loom. T'as parlé justement des scope value. Pareil, qu'est-ce que tu peux en dire sur ce sujet? Parce que c'est quand même assez intéressant, ça permet de pas mal de trucs. Je te laisse la parole, hein. Dis-moi ce que tu en penses. Alors, tu vois que l'un des sujets des STS, l'un des points que les STS résolvent, c'est le problème des threads en l'air dans l'exécuteur service. Ok, ça c'est ce qu'on vient d'expliquer. Les scope values, j'insiste là-dessus parce que les scope values, ça résout le même genre de problème. Avec Loom, on veut plus de trucs en l'air. On veut plus de threads en l'air. Et le pattern concurrence structurée, comme l'objet STS, il est auto-closable, à la fin, tu appelles close, tu as tout nettoyé. Si jamais tu as des tâches qui ont elles-mêmes créé d'autres STS, tu vois, sous forme d'un arbre ou d'un truc comme ça, le fait d'appeler close sur un STS, ça ferme tout. Tout ce qui a été créé en dessous, vraiment tout est nettoyé. C'est pour ça qu'on appelle ça structuré, c'est parce qu'un STS en fait connaît les STS enfants qui ont été potentiellement créés par les tâches. J'ai pas posé la question, mais en effet, tu peux créer des STS à partir de STS. Et tu peux avoir, c'est un système de hiérarchie d'arbres de. Absolument. Une tâche peut elle-même utiliser des STS pour produire son résultat. Et ça, tu vois, donc tu peux avoir un arbre qui peut être autant complexe que tu veux. Quand tu appelles close, tout ce qui a été créé est nettoyé, c'est envoyé au garbage collector, tout se passe bien et tu n'as pas de problème. Donc l'API Scope Values, c'est une API qui rend les mêmes services. On n'invente pas grand-chose. Hein. Ce qu'on invente, c'est de la technologie. Qui rend les mêmes services que les threads locaux. Okay. Alors, les threads locaux, il faut comprendre pourquoi est-ce que ça a été introduit. Ça a été introduit en Java 2, 98, alors que le pattern exécuteur service, c'est du Java 5 2004. Donc c'est antérieur à l'exécuteur service. Et ça, c'est important. Les gens qui ont commencé à faire des servlets, à cette époque-là, c'est le tout début de l'API servlet. Et une servlet, en fait, quand tu regardes ce que c'est un callback qui est appelé par ton serveur, par ton Tomcat, okay, avec la requête et la réponse. Et puis toi, tu fais ce que tu veux. Et puis en fonction de ce que tu retournes, la requête et la réponse vont suivre leur cours. Mais assez rapidement, les gens se sont dit, bah oui, mais ma servlet, j'aimerais bien qu'elle appelle une autre servlet, puis une autre servlet, puis un EJB. C'était des EJB 1.2 ou 1.0 ou 2.0, donc c'était vraiment l'époque héroïque. Voilà. Et en fait, tout ça, tu vois, si tu veux qu'une servlet appelle une autre servlet, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transmet sa requête et sa réponse à une autre servlet avec un objet particulier qu'elle retourne. Mais ce n'est pas un appel de méthode classique. Alors, comment est-ce que tu fais pour passer des données à une autre méthode, à une autre servlet, quand ce n'est pas toi qui l'appelle? Okay. J'ai produit des données, et ces données, je veux les passer à la deuxième servlet qui va s'exécuter derrière. Et ça, c'était un vrai problème technologique, parce que tu ne peux pas dire à Tomcat, tiens, je te passe ce truc-là, il faut que tu passes. Parce que les signatures, elles sont bloquées, donc, et ces requêtes-réponses, il n'y a rien d'autre. Donc les gens se sont dit, ah, mais on est dans ce modèle, un thread, une requête, on va créer une table de hachage attachée au thread, et puis on va laisser la possibilité aux gens, par API, d'enregistrer des paires clés-valeurs dans cette table de hachage. Et ça, c'est le truc thread local. Donc le thread local, ça permet de passer des données d'un objet à un autre, sans passer par des appels de méthode, et sans confier ces données à un framework tiers. Framework tiers qui pourrait éventuellement être un truc dans lequel tu n'as pas une confiance absolue, tu vois. Et si les données, c'est des données sensibles, tu n'as pas envie de les passer à un framework dont tu ne sais pas très bien comment il fonctionne, pour qu'il les passe à un autre truc. Donc ce truc de thread local, ça servait à ça. Et ça marche bien dans un système où tu as une requête, un thread. Okay. En plus,
à l'époque, une fois que ta requête elle était faite, le thread il était zigouillé. Donc ça veut dire que toutes tes tables de hachage, tous tes threads locaux et tout ça étaient nettoyés mécaniquement, j'ai envie de dire, par le fait que le thread était zigouillé. Arrive 2004, exécuteur service. Maintenant, les threads, on les crée plus à la demande, on les crée avec l'application et ils restent vivants tout le temps. Et là, moi, je fais l'expérience quand je fais des présentations. Est-ce que vous savez que sur la méthode, sur la classe thread local, il y a une méthode remove? Et là, c'est une espèce de calme plat. Les gens se regardent. Ah bon, il y a une méthode remove? Parce que maintenant que ton thread, il est vivant tout le temps, si tu attaches une variable thread local à un thread et que tu la removes pas, que tu la retires pas une fois que tu en as terminé avec ta requête, ça veut dire que la requête suivante, qui n'a rien à voir avec la tienne, elle a accès à ce que tu as attaché. Okay, donc si tu as mis des clés de sécurité, etc., grosso modo, ça va pas bien se passer. Donc ça, c'est une faille de sécurité, évidente. Outre le fait que c'est aussi de la mémoire que tu consommes. Si tu crées des variables thread locales sans jamais les libérer, au bout d'un moment, c'est une forme de fuite de mémoire dans ton application. Donc le modèle, le thread local, il était bien il y a 25 ans, il est devenu nettement moins bien il y a 20 ans, mais il est toujours là parce que il n'y a pas vraiment d'alternative. Et si vous pensez que vous n'utilisez pas de threads locaux, vous inquiétez pas, votre Spring Boot, votre Quarkus utilise des threads locaux pour vous massivement. Bon, eux, ils savent qu'utiliser la méthode remove, donc point de vue sécurité, ça va. Mais voilà, donc toutes les applications d'entreprise aujourd'hui utilisent des threads locaux. Les scope values, l'idée c'est de se dire on revisite ce truc-là. Alors, premier point, les threads locaux sont compatibles avec les threads virtuels. Donc si vous essayez de faire tourner votre application Spring Boot sur les threads virtuels, les threads locaux fonctionnent, donc tout va bien se passer, tout devrait bien se passer. Il n'y aura pas de problème avec ça. L'idée des scope values, c'est qu'on veut limiter, exactement comme pour les threads virtuels et la programmation concurrente structurée, on veut éviter d'avoir des variables en l'air dont on ne sait pas très bien qui les a créées, qui sont toujours là, est-ce qu'on les garde pas. On veut éviter ce truc-là. D'accord ? Donc, une scope values, on lance une tâche dans le contexte d'une liaison entre une scope values et une valeur. Cette valeur, elle est immutable, elle est non modifiable, ce qui n'est pas le cas des threads locaux. Et ça, la JVM, elle aime bien parce qu'elle va faire plein d'optimisations. Donc ça va très bien se passer. Okay. Et dès que donc je définis la liaison entre ma scope values et une valeur, je lance une tâche dans le contexte de cette liaison. Et de l'intérieur de cette tâche, je peux lire la valeur qui a été liée à cette scope value. Je peux lire la valeur, je peux tester si la valeur elle a été liée ou pas, donc je peux faire ça. Et quand je quitte cette tâche, la scope values, elle est supprimée, la liaison entre la scope value et la valeur, donc je ne peux plus lire la valeur, cette liaison est brisée automatiquement pour moi. Ok. Alors maintenant la question se pose, mais si ma tâche est créer des threads, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on est dans un univers concurrent, donc dans l'univers concurrence, les gens ils aiment bien créer des threads. Et bien si la tâche est créer des threads, étant donné qu'un thread c'est quelque chose qui échappe au contexte de cette tâche, donc tâche c'est un callable ou un runnable, donc c'est une méthode, ce thread il échappe au contexte de ce truc-là, et le principe c'est qu'on ne veut pas de trucs en l'air. Okay ? On ne veut pas de choses qui échappent au contexte. Donc si je crée un thread, plateforme ou virtuel, à la main, ce thread, tout le code qui s'exécute dans ce thread ne va pas voir la liaison entre la scope value et la valeur que j'ai donnée. D'accord ? Donc si dans mon runnable, je fais new thread ou new thread virtuel, c'est des méthodes factory, donc c'est pas comme ça, peu importe, et que j'essaie de lire la valeur qui a été liée, je ne vois pas cette liaison. En revanche, les STS, c'est quelque chose qui ne peut pas s'échapper du contexte du truc, parce que c'est auto-closable. Donc si mon runnable lance un STS, auto-closable, quand je quitte mon runnable, la méthode close de mon STS, si j'ai bien écrit mon code, elle a été appelée, donc tout a été nettoyé, il n'y a rien qui peut s'échapper du contexte de l'appel de cette méthode. Et donc les threads virtuels créés dans un STS vont voir la liaison entre cette scope value et la valeur qui a été fixée au moment du lancement de cette méthode. Donc tout ce qui peut s'échapper, ça ne voit pas, et tout ce qui reste confiné, ça voit la liaison. Mais c'est ça, c'est le principe, j'ai envie de dire, c'est le principe qu'il faut avoir en tête. On veut plus de trucs en l'air, on veut plus de trucs qui s'échappent, on veut plus de machin, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui a été créé. Voilà. On veut complètement limiter les fuites
de threads, les fuites de threads locaux et ces trucs-là. Ouais, c'est vraiment, on cloisonne tout au maximum pour dire, on maîtrise la ressource qu'on utilise. Exactement. Pour justement éviter tout problème à côté en disant il y a une valeur qui sort de nulle part, pourquoi elle est là, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, intéressant. Alors du coup, je pense qu'on a fait le tour du projet Loom. Il y a peut-être 2 choses à dire. Donc les threads virtuels, c'est final en 21. La programmation structurée, la JEP, elle est faite, donc ce sera encore une preview en 24. 24, c'est la date de sortie, c'est mars 2025. Ouais. Donc dans quelques mois. Et les scope values, c'est pareil, ce sera encore en preview en mars 2025, donc en 24. On peut pas s'engager pour se dire, parce que la 25, c'est une LTS, non ? La 25, c'est en septembre prochain. Mais ça sera la LTS. Oui, c'est une LTS. Et on peut pas tu peux pas te dire, parce que j'imagine qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dessus, dire là sur la 25, sur la 25, la concurrence structurée, les scope values, ça sera bon, quoi. Non, ça c'est aujourd'hui on n'a pas cette information-là. Les gens qui veulent vraiment être au taquet, c'est quelque chose qu'on saura parce que dans le cycle de vie du développement d'une nouvelle version du JDK, c'est quelque chose qu'on saura probablement mi-juin ou juillet 2025. Donc on le sort à l'avance, mais aujourd'hui on ne sait pas. Parce que il y a quand même un historique de trucs qui sont prévus et qui au dernier moment ne sortent pas. Les string templates notamment. Les string templates en mars 2024, un beau matin, on a vu un post sur la mailing list Amber, donc c'est le projet Amber, qui nous a dit les strings, qui nous a dit que les string templates ont été suspendus, voilà, donc retirés du JDK, alors qu'on avait déjà eu des previews et que la JEP pour les mettre en finale en 23, donc la version qu'on a eue en septembre, était écrite. La JEP, elle était écrite, avec les string templates en version finale. Et ça a été exprimé. Mais ça, si tu veux, c'est pour ça, sur le projet Loom, c'est aussi un message que j'ai envie de transmettre. Les gens qui ont du feedback, qui ont des commentaires, qui ont des questions, etc., et qui voient des choses qui manquent, tant que c'est des versions de preview, ça peut bouger, ça peut changer. Cet objet STS, il a déjà changé 2 fois depuis sa première preview, et là il va changer encore en 24. On ne fait plus New STS, il va y avoir des factory methods, donc le modèle de programmation change. Il y a un objet joiner qui arrive, qui va porter ce truc. Bon, les choses se ressemblent, faut pas c'est pas un changement du tout au tout, clairement, mais il y a quand même des évolutions. Et il y a des évolutions parce que la communauté se manifeste sur les listes de diffusion. Donc il faut vraiment aller sur les mailing lists. Je veux dire, c'est le moment. Une fois que c'est en version finale, c'est beaucoup plus difficile. En effet, c'est plus dur de dire on a sorti un truc, on va le rechanger, quoi. C'est autant le changer avant que ça sorte. On peut, une fois que c'est sorti, on peut éventuellement ajouter des choses. Ok. Sur les threads virtuels, il y a des choses qui ont été ajoutées pour le monitoring au niveau de la JVM, etc. depuis qu'ils sont sortis. Mais par contre, on peut supprimer, c'est plus possible parce qu'il y a des gens qui partent en prod et qui commencent à écrire du code de prod avec. Donc là, c'est plus possible. Ok. Je pense qu'on a fait le tour de tout là. Après, tu m'avais pris de court sur la date de sortie en disant que ça sortait au fur et à mesure. Mais c'est pas mal. Merci beaucoup, José, de ta présence. C'était super intéressant. Merci à toi. Pour ceux qui connaissent pas trop ce qu'il produit, je conseille sur YouTube. Tes vidéos sont très bien. Que ce soit tes conférences ou tes vidéos où tu parles vraiment d'un point Java. C'est des vidéos que je regarde assez souvent. J'ai une série de shorts et il y en a un peu plus de 200 maintenant. Et encore, là, parce que je les enregistre en avance, donc il y en a plus de 200. Et c'est super. Enfin, à faire, c'est vraiment marrant parce qu'une minute, c'est vraiment court. Il faut traiter un sujet, donc moi j'adore faire ça. Ouais. Ok. Je conseille aux gens de regarder. Merci à tous de votre écoute et à la prochaine sur Because. Au revoir. Merci, au revoir. Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.